Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Sud Radio. On discute ensemble, on analyse l'actualité pour ce dernier mardi de l'année 2020. 4 chroniqueurs, 4 éditorialistes que vous avez l'habitude de retrouver autour de Valérie Expert qui sera de retour parmi vous la semaine prochaine. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Lucas Véran, étudiant et adjoint au maire de la ville de Neuilly. Et puis Thomas Porte, conseiller politique, auteur de Au cœur de la haine aux éditions Arcane. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Alors dans un instant, nous nous pencherons sur la question notamment du reconfinement qui est évoqué d'ailleurs à l'Elysée en ce moment lors d'un conseil de défense sanitaire par visioconférence. Reconfinement qui n'est pas d'actualité pour le moment, dit le gouvernement, mais l'hypothèse est sur la table, avait d'ailleurs prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran. D'autres pistes sont à l'étude. Alors êtes-vous prêt à un nouveau tour de vis? C'est la question que l'on se posera. Nous reviendrons aussi au cours de ce débat sur la mort des 3 soldats français au Mali et puis sur une polémique soulevée par un sketch de l'humoriste Norman. Mais tout de suite, place à vos coups de cœur et vos coups de gueule à tous les 4. On commence peut-être avec vous, Alexis Poulain. Vous vouliez pousser un coup de gueule sur l'agence France Presse et les fake news. Vous faites référence à cette affaire d'agression d'un jeune à Belfort que l'on a d'ailleurs évoqué hier sur cette antenne. Le parquet a fait des précisions importantes dans ce dossier. Oui, en fait, tout est parti d'une dépêche, comme c'est souvent le cas, non vérifiée sur les causes de cette rixe qui sont visiblement plus complexes, comme l'a dit le procureur. L'enquête, bien sûr, fera la lumière là-dessus, mais tout est allé très vite avec un ministre de l'Intérieur qui ne se prive pas d'ailleurs de reprendre les dépêches, et on ne pourrait pas le blâmer là-dessus puisque c'est une dépêche officielle de l'agence France Presse, donc il ne pouvait pas savoir, même si Gérald Darmanin est coutumier du fait quand même d'aligner de nombreux mensonges ou de contre-vérités. En l'occurrence, là, ce n'était pas de son fait. Et donc, il y a un vrai problème par rapport à ce travail des agences sur lesquelles repose de plus en plus le travail des journalistes, qui est la contraction du temps, tout simplement. On se rappelle, il y a un an de ça, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport. C'était pas du tout Xavier Dupont de Ligonnès, mais tous les titres avaient fait leur une sur cette arrestation suite à une dépêche, encore une fois, bâclée. Donc, je crois qu'il y a une vraie responsabilité importante de ces agences. Il y a aussi la façon dont sont choisies la mise en scène de certaines informations. Lors d'une des dernières manifestations, une photo de l'agence France Presse montrait un policier en flammes. C'était un angle trompeur puisque si le cocktail Molotov avait bien été lancé sur les policiers, il avait explosé avant de les toucher, heureusement, mais l'agence n'avait pas rectifié en disant c'est un cliché que nous assumons. Donc il y a une vraie question sur la façon dont travaillent aujourd'hui ces agences, poussées par le temps, comme tout le monde, à cause des réseaux sociaux où il faut aller vite. J'en ai fait les frais également avec Morissette. Donc voilà, c'est un peu un mea culpa et un moment aussi pour penser ce travail d'information qui est de plus en plus scruté avec tous ces sites d'anti-fake news, mais aussi ces sites de désinformation. Donc si en 2021 on peut prendre le temps de faire de l'info de qualité, je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Alors ça, vous avez tout à fait raison, mais écoutez, c'est vrai que ce métier de journaliste n'est pas évident face au flux d'informations qu'on a à gérer. C'est vrai que parfois, il faut rappeler les règles déontologiques en la matière. Mais Alexis Poulain a tout à fait raison de rappeler l'importance qu'ont les agences de presse dans la réalisation de l'information et donc dans la perception qu'ont les téléspectateurs, les auditeurs du flux d'informations. Donc effectivement, il faut vraiment que Reuters, AFP, sur l'ensemble des événements qu'ils ont à couvrir, ne truchent pas les événements et leur déroulement, parce que sinon ça crée ensuite un climat de défiance véritable entre les citoyens et les médias qui se font le relais de ces informations. Ouais, c'est vrai que là, en l'occurrence, c'était une dépêche qui relayait surtout les propos de la victime et on sait qu'il faut toujours faire attention dans ce genre d'affaires. Lucas Véran, vous vouliez nous parler, vous, d'un coup de cœur sur le restaurateur Xavier de Namur. Exactement. En fait, c'est un coup de cœur pour un coup de gueule, celui donc de Xavier Desnamur sur effectivement, et c'est une parole qui est très rare, sur le fait que celui-ci finalement dit tout compte fait pour les restaurateurs et seulement pour les restaurateurs. Il exclut totalement de sa réflexion le milieu culturel, mais il ne faut pas rentrer non plus dans une attitude qu'il qualifie de gueulard, comme celle de Philippe Etchebest, parce qu'il se dit que quand on n'a pas des grosses affaires, cette fameuse règle de soutien gouvernemental qui fait que quand vous n'excédez pas les 1 million d'euros, vous avez une indemnisation à hauteur de 20% de votre chiffre d'affaires, ce qui représente 200 000 euros. Finalement,
Une fois que vous n'avez pas à payer vos salariés parce qu'ils sont en activité partielle, une fois que vous n'avez pas à payer les congés payés parce qu'ils sont pris en charge par la directe, finalement, ces 200 000 € couvrent l'intégralité des frais fixes et laissent même place à une petite marge nette. Donc, le portrait misérabiliste que certains grands groupes nous dressent aussi, parce qu'ils n'ont pas intérêt, vu qu'eux font beaucoup plus qu'1 million d'euros de chiffre d'affaires, il ne faut pas le considérer comme systématique. Et il y a énormément de restaurateurs qui aujourd'hui préfèrent bénéficier de ces mesures de soutien-là, plutôt que de travailler à perte, parce que malheureusement, le protocole sanitaire et tout un ensemble de règles font que leur activité serait très désagréable, à la fois pour eux, très coûteuse à mettre en œuvre. Est-ce que quelqu'un veut... C'est merveilleux d'entendre ça. Pardon à Lucas Véran, mais ce discours témoigne d'une méconnaissance totale à la fois de ce qu'est le métier de restaurateur, la réalité économique, mais aussi de la réalité sociale, du rôle social des restaurants. Alors je vais pas étayer là-dessus, mais dire que certains restaurateurs tirent profit des aides gouvernementales, c'est une évidence. Évidemment que certains ont intérêt à rester fermés. Dire pour autant que c'est une situation enviable et qu'on peut persévérer dans cette direction, c'est une aberration. Pardon, mais est-ce que le rôle d'un restaurateur est d'être fermé? Est-ce que le rôle des salariés est d'être payé à ne rien faire? Est-ce que le rôle social des restaurants n'est pas de servir justement de lieu de convivialité, d'échange, de rencontres, etc. Et est-ce qu'on peut, avec un discours tel que celui de ce restaurateur que je ne connais pas, cautionner le maintien d'une politique qui est à la fois économiquement suicidaire et socialement et moralement aussi suicidaire? Alors, une réponse sur l'aspect social, bien évidemment, ce que vous dites est une évidence et personne ici n'a envie de voir perdurer des fermetures administratives de nos restaurateurs qui font le ciment de notre cœur collectif. Moi, je dis juste ce témoignage de quelqu'un qui, pour le coup, vous pouvez me dire que c'est un discours totalement hors sol, mais qui a une dizaine de restaurants, qui connaît très bien le milieu et qui objectivement dit il faut être non pas dans une attitude constamment critique de ces mesures de soutien qui sont assez unique en Europe et il faut avoir cette honnêteté de le dire. Ensuite, dire, comme vous le dites, nous ne voulons pas voir nos restaurants fermés, mais ça c'est une évidence partagée de tous. Et présentez-moi la personne qui se satisfait de ne pas pouvoir aller au restaurant, je serais très heureux de la rencontrer. Alors on va reparler peut-être tout à l'heure de ces mesures de soutien lorsque l'on évoquera la question d'un éventuel reconfinement. Coup de cœur de Pascal Bataille sur cette Saoudienne emprisonnée donc dans son pays pour ce combat qu'elle mène pour le droit des femmes. Oui, Loujain El Atloul, alors c'est un coup de cœur, à la fois un salut, parce qu'effectivement, il faut qu'on continue de parler de cette femme, et c'est bien, car ces derniers jours, on en a à nouveau un peu parlé. Vous le savez, elle est emprisonnée depuis 2018 dans son pays pour une soi-disant atteinte à la sécurité intérieure. Mais bien évidemment, en fait, c'est son combat en faveur du droit des femmes dans ce pays où c'est un oxymore de parler des droits des femmes qui est la cause de cet emprisonnement. Il se pourrait que Loujain soit libérée au printemps, alors qu'elle a été condamnée à 5 ans de prison. Voilà, je voulais juste, à la faveur de cette fin d'année, et parce que on a remis un peu son sujet sur le tapis, et une éventuelle libération est possible, voilà, reparler d'elle, à l'heure où en France, nos militantes féministes ne trouvent pour cible que ce pauvre Norman, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je pense qu'il y a des combats plus nobles et plus forts et plus dangereux à mener en faveur du droit des femmes. Effectivement, on reparlera tout à l'heure en fin d'émission de cette affaire Norman. Et puis on va parler football aussi avec ce coup de gueule cette fois contre le licenciement de Stéphane Guy, c'est ça Thomas Porte? Oui, c'est ça, puisque c'est passé la veille de Noël, donc le 24 décembre. Donc Stéphane Guy, le commentateur de Canal, qui a bercé bon nombre de personnes, puisqu'il était commentateur historique de la première ligue, le championnat anglais, puis le championnat de France de foot. Et Vincent Bolloré a décidé de le sanctionner. Ça suit l'affaire Sébastien Toen, où il y avait déjà eu un premier licenciement. Stéphane Guy a simplement dit que Sébastien Toen méritait un autre départ, et Vincent Bolloré a décidé de le licencier. Il y a un climat qui règne au sein du groupe Bolloré qui est absolument surréaliste, puisqu'on a eu quand même des articles du Monde et de l'Équipe qui disent que même les journalistes de Canal+ ne pouvaient pas manifester le soutien aux journalistes de Mediapro, l'autre chaîne qui avait fermé, par rapport à leur licenciement. Donc c'est extrêmement grave, c'est une remise en cause de la liberté d'expression, puisque aujourd'hui on ne peut plus s'exprimer dans le groupe Bolloré, et on voit bien la droitisation que prend ces chaînes
qui appartient au groupe de Vincent Bolloré. Et je suis surtout surpris du peu de réactions des journalistes de Canal+, que certains ont fait part de leur émotion, mais à mon avis trop peu. Et je crois que ça mérite une réaction forte parce que ça pose quand même question sur le métier de journaliste que vous exercez. Et si aujourd'hui les journalistes ne peuvent plus s'exprimer librement sous peine d'être licenciés, ça interroge. Donc moi, je tenais à la fois un coup de gueule contre Vincent Bolloré, à saluer Stéphane Guy qui a montré une fidélité hors norme à Canal+, qui a toujours défendu la chaîne et qui incarne un peu l'esprit Canal, qui est aujourd'hui gravement remis en cause. Il me semble quand même qu'il y a eu une réaction des journalistes de Canal+, qui ont fini par publier un communiqué. Hein. Oui, un communiqué de presse pour dire que voilà, ils étaient un peu pas d'accord, mais je crois que ça aurait mérité une réaction un peu plus forte. Vous savez de quel milieu professionnel je viens. Je suis un ancien cheminot et je pense que si le week-end du Boxing Day, tous les commentateurs sportifs de Canal avaient décidé de ne pas exercer leur activité en soutien de leur collègue Stéphane Guy, je peux vous dire que la chaîne de Canal, elle aurait été grandement en difficulté et le message aurait été beaucoup plus fort. Et c'est vrai que autant effectivement la société de journalistes a publié un communiqué qui a rassemblé des dizaines de journalistes plutôt dans l'anonymat, mais c'est vrai que, et c'était ce qu'avait critiqué son ami Julien Cazard, l'ami de Sébastien Toen, toutes les grandes têtes de la chaîne, que ce soit Hervé Matou, que ce soit des gens qui prenaient l'antenne et qui auraient pu un peu faire valoir une dissonance sur cette position-là, ne se sont pas exprimés. Alors, on se retrouve dans quelques petites minutes pour parler notamment de cet éventuel 3e reconfinement. Et de retour avec Alexis Poulain, Pascal Bataille, Lucas Véran et Thomas Porte pour analyser l'actualité de ce mardi. On évoque évidemment ce conseil de défense sanitaire qui se tient en ce moment même, d'ailleurs à l'Elysée, alors que l'épidémie de coronavirus se maintient à un niveau, semble-t-il, élevé en France et que les autorités redoutent une dégradation de la situation après les fêtes, après Noël, mais aussi avec le jour de l'an qui arrive. Des mesures plus restrictives pourraient être décidées. Est-ce que vous êtes prêts à un nouveau tour de vis? C'est la question que je vous pose, messieurs. Je ne sais pas qui veut commencer. Alexis Poulain, peut-être? Ouais. Moi, non, je pense que le confinement, c'est quand on avait vraiment plus d'autres solutions, et c'est pas forcément une bonne solution quand on voit la crise économique majeure qui va s'ouvrir. On en parlait avec les restaurateurs, mais il y a le monde de la culture, il y a les jeunes aussi qui vont peiner à rentrer dans l'emploi. Je crois qu'il est important de voir un peu maintenant qu'on connaît davantage ce virus, la démographie. Il faut rappeler que quand même, sur les 62 547 morts, 58 952 avaient plus de 65 ans et quasiment 20 000 étaient en EHPAD. Et on n'a pas été capable de les protéger. Or, les EHPAD sont des lieux fermés. On aurait peut-être pu déjà là voir des choses. J'ai lu, par exemple, qu'en Belgique, un Père Noël est venu fêter Noël et a contaminé tout un EHPAD. Ah oui. Voilà le genre de bêtises qu'on a pu faire et qu'on continue. Donc, les confinements, je crois que ça suffit. Je crois qu'on en a suffisamment vécu. Le deuxième, d'ailleurs, n'était pas vraiment un confinement. C'était simplement un moyen de fermer les petits commerces, de plier l'économie. Mais vous pouviez aller et venir quand même de manière beaucoup plus laxe que lors du premier confinement. Et puis, on a le vaccin. Et là, on a un problème parce que quand on voit le début de la campagne de vaccination, sur le même week-end, l'Allemagne, c'est plus de 17 000 personnes vaccinées. La France, c'est une vingtaine de personnes vaccinées devant les caméras. Donc là, on a un problème. Alors, et si c'est le début, je veux bien, mais j'ai peur que, vu que c'est les mêmes qui sont à la manœuvre, ceux qui ont fait le scandale des masques, ceux qui ont fait le scandale des tests, j'ai peur qu'ils ne soient pas capables de faire une campagne de vaccination digne de ce nom, à la hauteur. On va apprendre, sans doute. Monsieur Vaccin, d'ailleurs, qui a été nommé en fanfare, était inaudible, invisible tout ce week-end. Olivier Véran était discret, le président aussi était très discret. Non, ils se font très discrets parce que ça sent le fiasco de plus. Ça sent on n'a pas assez de doses, on n'a pas assez de super réfrigérateurs qui n'ont pas été commandés d'ailleurs à une firme lyonnaise, firme française qui produit des super congélateurs et qui a été étonné de voir que le gouvernement français ne lui avait pas commandé de super congélateurs. Sans doute pour la concurrence libre et non faussée, mais à un moment, il faut aussi peut-être mettre les intérêts de l'État avant la concurrence. Donc, j'ai peur que le confinement, ça permet à ceux qui sont responsables de dire je fais quelque chose, je suis responsable, donc je ne serai pas attaquable parce que j'ai fait tout ce que je
pouvait pour sauver les populations, mais c'est vraiment l'arme du pauvre, c'est vraiment l'arme de la dernière minute, si on veut parler d'armes, comme le dit Emmanuel Macron. Et je crois que ça montre surtout une très mauvaise gestion de cette crise sanitaire, puisque vous avez beaucoup de pays qui n'ont pas connu autant de confinement ou qui ont très peu de confinement et qui arrivent à juguler l'épidémie. Donc on a un vrai problème en France de gestion sanitaire. Il s'appelle Monsieur Salomon, il s'appelle Monsieur Véran. Ceux-là sont aux manettes depuis mars et ne sont jamais remis en cause, même quand on a levé leurs mensonges. Pour le cas de M. Salomon sur les masques. Donc, on est vraiment entre de très mauvaises mains. Et moi, j'ai peur que les confinements ne soient que ce qu'ils connaissent. C'est pratique, ça évite d'avoir des gens, d'avoir plus de contestations. Ça, on continue de flinguer l'économie avec des aides qui n'iront pas au bout, puisqu'à partir du second semestre 2021, je pense que là, on aura de nombreuses faillites et ce sera une crise sanitaire et sociale et économique. Et on gagne du temps au lieu de faire une vraie politique sanitaire ambitieuse, planifiée. On en est loin. Mais est-ce qu'on a vraiment d'autres armes face à ce virus ? Bah oui, et Alexis Poulain, et je suis très heureux de l'entendre dire, effectivement, le confinement, une fois que le vaccin apparaît, ça devient l'arme du pauvre. Là où ça pouvait effectivement être un obstacle inévitable, ça devient effectivement l'arme du pauvre. Et aujourd'hui, tout le monde, effectivement, est en mesure d'attendre de la part du gouvernement, effectivement, une déployation et une stratégie de vaccination beaucoup plus assumée, parce que là, effectivement, aucun ministre visible, aucune personnalité politique n'a souhaité, ou sans doute ont-ils reçu des consignes, mais se présenter aux Français comme bénéficiant du vaccin, ce qui certainement rajoute effectivement à l'inquiétude et à l'incompréhension des Français autour du bien fondé de ces vaccins-là. Ce qui fait que quand on compare la France par rapport à d'autres pays aux situations comparables, principalement l'Allemagne, l'Allemagne c'est effectivement déjà 14 000 vaccinés, alors que la France, ça en est à peine une vingtaine. Et alors ne prenons même pas en termes de proportion de la population, par exemple le Royaume-Uni ou effectivement Israël, parce que là on en tomberait des nues. Donc effectivement, il faut être beaucoup plus ambitieux et faire beaucoup plus comprendre que la seule sortie viable pour arrêter ces discussions, arrêter ces débats de confinement, couvre-feu, c'est d'atteindre le plus rapidement possible une immunité collective par la voie vaccinale. On sait qu'on y sera à peu près, après la campagne de vaccination auprès du grand public, qui elle débutera qu'au printemps, probablement même en septembre, elle commencera à donner quelques résultats. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long et qu'il est évident, comme s'accorde à le dire tout le monde, que ce soit les économistes, que ce soit là pour le coup il y a un consensus, la seule sortie viable et définitive de cette épidémie, c'est la vaccination, c'est l'immunité collective par la voie vaccinale. Donc bien évidemment il faut accélérer, sachant que je comprends l'inquiétude, et là il y a énormément de pédagogie. Oui. Quand de la pédagogie est faite, les gens changent d'avis, parce que quand on leur présente des données factuelles, eh bien effectivement ils ont plus confiance, mais ils ont besoin, pour avoir confiance, d'avoir des comportements exemplaires. D'où la responsabilité énorme qui pèse à la fois sur le gouvernement, mais également sur les personnalités de l'opposition, pour faire comprendre que non, la vaccination, ce n'est pas que des intérêts économiques de Big Pharma, mais c'est aussi un moyen d'atteindre l'immunité collective pour que l'épidémie recule. Et vous croyez vraiment qu'il y a possibilité de faire changer cet état d'esprit ? On voit dans les différentes enquêtes d'opinion que les Français ne sont pas vraiment convaincus par ce vaccin. Tout à fait, ils sont autour de 40%, mais regardez par exemple en 2018, Agnès Buzyn, elle a étendu la vaccination pour des maladies enfantines, mais elle a étendu la vaccination après 8 maladies. Qu'est-ce qui s'est passé ? Initialement, les personnes étaient assez défiantes de cette extension avec des vaccins qui, pour le coup, revêtaient désormais un caractère obligatoire. Eh bien, à force de discussion, de transparence, de pédagogie entre la médecine de ville, c'est-à-dire pas le gouvernement versus le citoyen, mais une discussion alimentée avec réflexion, des échanges entre les médecins et ceux pour lesquels on administrait le vaccin, eh bien, cette confiance, elle s'est considérablement amélioré de près de 15%. Eh bien, on peut tout à fait imaginer que si on responsabilise effectivement les médecins dans la transparence, si on permet effectivement d'avoir un meilleur accès à l'information, en plus d'un comportement exemplaire de la part de l'ensemble des responsables, qu'ils soient politiques, économiques, qui insistent et qui effectivement privilégie l'envie de se faire vacciner, eh ben, on peut, à mon avis, avoir des vrais changements. Et aujourd'hui, la discrétion du gouvernement sur le vaccin, objectivement, m'interroge. Je ne comprends pas. Pascal Bataille, peut-être vous êtes d'accord avec ça ? Il y a des leviers à travers lesquels les décideurs publics peuvent instaurer davantage de confiance envers ce vaccin ?
Pascal Bataille, visiblement, il y a un petit problème de liaison. Thomas Porte, alors, je vous pose la même question. Oui, je pense que moi, je ne suis pas favorable du tout à un nouveau confinement, puisqu'on a déjà eu 2 expériences. Et moi, je me souviens qu'après le premier confinement, on nous a dit on a tiré les leçons de la crise, donc on ne va pas répéter les mêmes erreurs. Rebelote avec le deuxième confinement. Et aujourd'hui, on se dirige vers un troisième et on n'a tiré aucune leçon. Hier, j'étais surpris, puisqu'effectivement, on n'a entendu aucun responsable politique pendant ce week-end de vaccination. Et même si moi, je suis un pro-vaccin et absolument pas sceptique, on ne peut pas reprocher aux Français d'être sceptiques sur la vaccination. Quand on a vu ce qui s'est passé sur les masques, où on a dit ça ne sert à rien, ne les mettez pas, puis après, il faut les mettre. Sur les tests, ça a été la même chose. Donc, il y a aujourd'hui une énorme responsabilité de lever le voile et de faire une transparence totale sur ce vaccin pour dire qu'effectivement, il faut qu'une vaccination de masse soit permise pour arriver à une immunité qui permette de sortir de cette situation qui est absolument catastrophique. Je lisais ce matin dans Le Monde, il y a un papier qui dit qu'il y a des étudiants qui sont en train de se suicider sur leur site, ce qui n'est jamais arrivé à une si grande échelle. Donc, on a une situation sociale, économique, sanitaire qui est absolument catastrophique et il faut en sortir. Et moi, j'étais surpris hier, puisque Martin Hirsch était invité de France Info, le directeur de la PHP, en disant nous, on n'a pas de problème de fermeture de lits, on n'a pas de problème de politique de santé, on a fait très bien les choses. Non, la politique de santé et la politique sanitaire publique de ce pays ne marchent pas. Les leçons de la crise n'ont pas été tirées. On continue à fermer des lits, on continue à supprimer des postes et on ne voit pas aujourd'hui de levier de politique publique qui disent qu'on va aller vers des embauches de personnel, des ouvertures d'hôpitaux, des ouvertures de lits, tout ça, on ne le voit pas. Donc, il y a une défiance qui se fait et on n'a pas des réponses politiques à la hauteur. Et effectivement, le silence du gouvernement sur cette question de vaccination ce week-end est absolument hallucinant, avec 2-3 opérations de communication avec des médias qui se sont succédés pour faire 2 vaccins et dire ça commence. Mais quand on regarde les chiffres sur les différents États européens et à l'échelle internationale, on a de quoi être circonspect. Et au rythme où ça va, si ça continue à 17 vaccins par week-end, je pense qu'on n'est pas prêt de sortir de là. Donc il faut accélérer et il faut vraiment trouver des solutions parce qu'il faut gagner sur la défiance collective qui est en train de s'installer, mais que cette défiance collective, elle est quand même de la responsabilité du gouvernement qui a multiplié les prises de position incohérentes et les mensonges depuis le début de la crise. Il ne faudra pas l'oublier. Donc cette défiance, elle est légitime. Je crois qu'il faut une transparence totale et les Français, dans leur très grande majorité, je pense que si on leur met sur la table les bienfaits du vaccin et l'utilité, ils seront favorables à se faire vacciner. Ça sauve 2 à 3 millions de vies dans le monde, les vaccins, notamment sur les enfants, par exemple. Ça soigne des maladies, donc il ne faut pas non plus jeter l'opprobre. Mais par contre, je rajoute une chose. Effectivement, ce n'est pas que des enjeux financiers, les vaccins, mais il y a aussi derrière des énormes enjeux financiers. Et on a vu, je crois que c'est en Belgique, où il y a eu une erreur sur la publication des prix des vaccins. On a vu derrière la réalité entre le prix à la base et le prix de sortie et la marge financière que certains font. Donc c'est pour ça qu'on a aussi appelé à un pôle public du médicament, à ce que le vaccin soit disponible pour tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de richesse. C'est aussi ça l'enjeu derrière, c'est une vaccination mondiale. Alors 11h27 sur Sud Radio, on se retrouve dans un petit instant pour évoquer la situation au Mali. Et le débat, c'est jusqu'à midi. On va évoquer tout de suite la situation au Mali. 3 soldats français ont été tués hier par une bombe artisanale dans la zone des 3 frontières. C'est dans le centre du Mali, là où on le sait, la force antiterroriste française Barkhane concentre ses efforts depuis en tout cas le mois de janvier. 3 décès qui portent à 47 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations Serval puis Barkhane. Le bilan qui s'établit même à 48 victimes si on ajoute un soldat mort au Tchad en 2013 dans le cadre de l'opération Épervier. Ça fait donc quelques années maintenant que nous sommes engagés sur ce théâtre d'opérations très difficile. Et on se demande si finalement on ne serait pas dans une impasse sur ce théâtre d'opération. Pascal Bataille, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'une part, je ne suis pas un expert en géostratégie, mais j'ai un frère engagé là-bas et je voulais d'abord saluer le courage et l'engagement de nos forces, de nos soldats, parce qu'il faut le dire, ils travaillent là-bas, ils œuvrent là-bas dans des conditions extrêmement pénibles, extrêmement difficiles et dangereuses. On l'a encore vu malheureusement hier. C'est vrai que cette opération s'apparente pour certains fiasco. C'est vrai que la présence militaire française au Sahel ne donne pas jusqu'ici des résultats extrêmement probants. C'est vrai qu'on peut de plus en plus mettre en doute l'utilité et la pertinence de ce qui est fait par la France et par ses alliés au Sahel. Néanmoins, je pense que c'est notre rôle d'être là-bas, de continuer
continuer à travailler et à lutter contre le terrorisme dans cette zone où on sait qu'il se développe avec ces mouvements salafistes disséminés qui sont pour autant extrêmement organisés, extrêmement structurés. Et je pense que c'est le rôle de la France de continuer à être présente en Afrique, fût-ce au prix extrêmement douloureux qu'elle paye pour cela. Alors c'est évidemment une zone très sensible. Est-ce que la France n'est pas un peu trop isolée sur ce théâtre d'opération? On en a beaucoup parlé. Il y a les pays du Sahel qui agissent également aux côtés des soldats français, mais c'est relativement, le soutien est assez faible, notamment de nos partenaires européens. Ce qui est évident, c'est que la France, elle est à la tête de cette coopération militaire, avec effectivement le G5 au Sahel, mais en termes à la fois d'équipement et de formation, les forces militaires locales n'ont absolument pas la même dimension que les forces françaises. La France, elle a bénéficié de continuellement de renforts, de renseignements à la fois de la part des Américains, mais également de la part de certains pays européens. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'elle est un peu esseulée pour faire face à un véritable chaos, et un chaos qui ne pourra être résolu qu'au prix encore au moins d'une dizaine d'années, selon les dires du général Lecointre qui est en charge de ces opérations-là. Donc effectivement, face à un tel chaos, la question de l'enlisement s'affirme, et il y avait effectivement eu une commission d'enquête parlementaire en 2018 qui avait été faite, où effectivement les députés considéraient, majorité comme opposition, la situation un peu interpellante, parce qu'on a cru à un moment au recul des forces terroristes, et puis il y a un regain aujourd'hui qui est caractérisé, et on n'a pas tellement les outils pour freiner définitivement. Donc si nous n'avions pas été là, le chaos, et ça c'est admis de tous, aurait été encore plus amplifié, mais on n'arrive pas à le faire disparaître et à construire durablement dans la région. Le coup d'État le montre également. Autrement dit, on a des difficultés, mais on n'a pas tellement le choix. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi, Alexis Poulain ? Oui, c'est tout le problème des opérations extérieures. Hein. Souvent, on sait quand elles commencent, on ne sait pas quand elles finissent. Et c'est une question de moyens, évidemment, et de soutien des populations locales, mais aussi des partenaires locaux et des moyens, puisque une opération coûte extrêmement cher en hommes et en moyens. Et là, le bilan humain commence quand même à être important. Et une pensée, évidemment, pour les familles des militaires qui ont été tués et qui sont là-bas au quotidien et qui livrent une guerre au quotidien, puisque de côté djihadiste, il y a eu aussi beaucoup de pertes, heureusement. Mais le problème de ces opérations menées un peu en cavalier seul d'une certaine façon, c'est leurs limites en termes de temps, de moyens et de suivi. Et qu'est-ce qu'il se passe après la reconstruction, après la guerre? Et systématiquement, on a vu, que ce soit la France, les États-Unis ou même les coalitions, on est très fort pour détruire des régimes. Quand il s'agit ensuite d'accompagner la démocratie, les libertés et un retour à la normale, il n'y a plus personne. Ça se passe très très mal. C'est le cas en Libye, où c'est un chaos désordonné avec Haftar d'un côté, les Français, les Turcs, les Russes, etc. Les Français qui sont plutôt désengagés. La Syrie, n'en parlons même pas. L'Irak, toujours dans une situation délicate. L'Afghanistan. Et l'arrivée de Joe Biden aux commandes à la Maison-Blanche en 2021 risque de changer la donne également, puisque clairement l'Iran est l'ennemi numéro 1. Clairement la Syrie va redevenir une priorité pour le Pentagone. Et là, que fera la France au Mali? Est-ce qu'elle aura du soutien également vis-à-vis des Américains? Est-ce qu'il y aura une politique coordonnée de lutte contre les islamistes? Ce n'est pas le cas, puisque les services américains notamment ont toujours souvent utilisé des militants djihadistes pour déstabiliser les régimes, justement, qui étaient, eux, des régimes forts contre le terrorisme islamique. Donc on est vraiment dans des équations extrêmement complexes, des jeux de dupes, des jeux d'intelligence, de surveillance, et en même temps une guerre. Et ça, l'Europe est très en deçà, puisqu'on peut toujours parler de ce serpent de mer de défense européenne. Elle n'existe pas. Preuve en est, vous avez quelques militaires estoniens qui sont passés avec Barkhane en fonction support, et je crois qu'ils étaient 17. C'est vous dire le côté cosmétique de la chose. Donc beaucoup d'annonces, très peu de choses en réalité. Or, si on veut résoudre le problème du terrorisme islamique, il va falloir mettre les moyens, et mettre les moyens de manière collective et pas seulement de manière guerrière. Oui.
Oui, non, pour rebondir également sur ce que dit Alexis Poulain, il y a un risque. Et ce risque-là demeure sur la reconstruction, mais c'est que finalement, les autorités de transition au Mali considèrent qu'ils ne peuvent pas faire sans les forces islamiques présentes pour construire une solution de l'après. Et c'est un peu une ligne rouge très difficile à construire de la part de l'État français, qui est de dire nous luttons contre ces islamistes, mais à un moment pour obtenir la paix et pour cesser la persistance, pour faire cesser effectivement la persistance des violences djihadistes, des conflits intercommunautaires, est-ce qu'on laisse la possibilité aux États sahéliens de construire des solutions? Moi, je pense qu'elle est très périlleuse, parce que précisément, si l'on est intervenu, c'est pour mettre fin à l'existence de ces groupes qui se sont armés, développés. Mais aujourd'hui, c'est une réalité de plus en plus présente dans la bouche des autorités de transition et des États sahéliens que de construire avec ces forces-là. Et je pense qu'il est de la responsabilité de la France que de s'en tenir le plus éloigné et de mettre une vraie ligne rouge sur ce sujet-là. Peut-être Thomas Porte, est-ce que vous voulez ajouter un mot sur cette situation au Sahel ? J'ai l'impression que cette discussion, on l'avait eue en novembre 2019, suite, il y avait un crash terrible d'hélicoptères avec de morts de militaires français. Et déjà, on se posait la question de l'enlisement, et je partage ce qu'a dit Alexis Poulain, il faudra une solution collective, et on ne pourra pas passer sans, j'ai envie de dire, engager les populations locales dans la reconstruction, préparer le projet d'après, préparer la transition économique, environnementale, de tous ces sujets-là. Et moi, j'ai le souvenir des mots du général Guibert, qui était en charge des forces en 2018, qui disait déjà à l'époque: il n'y aura pas de solution militaire au Mali, la situation est politique. Et aujourd'hui, on n'est pas sur ça, on a simplement mis en place une solution militaire qui est lutter contre le terrorisme, et c'est une priorité, et il faut mener cette bataille-là. Mais si on ne construit pas l'après avec les populations locales, si on ne les inclut pas, si on ne prépare pas un projet de transition, ça ne va pas marcher. Alexis l'a dit, on l'a vu dans d'autres États, on a été faire la guerre, on a destitué des dictateurs qui méritaient de ne plus exister, sauf qu'on a laissé le pays en champ de ruines, avec des armes qui circulent en grande échelle, on a alimenté les filières terroristes, et on se retrouve avec des problématiques à régler après. Donc il faut prévoir l'après, il faut construire un véritable projet de transition avec les populations locales, avec les forces politiques locales, et travailler à ce que demain, il y ait un futur qui soit politiquement possible. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, les forces françaises sont vécues comme des forces d'occupation. C'est aussi ça, le retour de la réalité du terrain, des populations locales. Il y a aussi ce risque-là derrière. Donc, il faut faire avec. On ne peut pas faire sans. Et il faut aussi une coordination internationale. Moi, je suis surpris que l'ONU, qui est quand même une force internationale, n'ait pas maille à partir dans cette affaire. Et une fois de plus, c'est une instance internationale qui a été créée pour résoudre ce genre de problème. Et il faudrait aujourd'hui que l'ONU s'engage dans des batailles qui sont celles-là, par exemple. Justement, il faut rappeler qu'au Mali, actuellement, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. On a des autorités de transition qui se mettent peu à peu en place. Voilà, est-ce que on sait que le dialogue avec Bamako pour les autorités françaises aussi est compliqué en cette période, depuis notamment le soulèvement qui a eu lieu cet été. Oui, contre le président Keïta. Oui. Ce qui est évident, c'est que la reconstruction, et je pense qu'on partage tous cette vision-là, que lorsqu'il y a une opération militaire dans un théâtre extérieur, pour permettre une solution pérenne, il faut reconstruire avec les forces locales. Mais là où je mettrais un peu de nuance par rapport à ce que disait Thomas Porte, c'est qu'effectivement, parfois, il est très dur d'avoir réellement des populations locales émancipées et qui n'agissent pas ou ne parlent pas sous le joug d'une organisation terroriste. Donc comment démêler le vrai du faux? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, construire avec les forces locales, c'est construire avec Daesh, avec des directions d'Al-Qaïda. Et c'est ça, parfois, ce qu'évoque souvent, et c'est pour ça que finalement on a des situations d'enlisement partout, c'est qu'à un moment, quand il s'agit d'agir concrètement pour permettre d'avoir des solutions de sortie, on en revient souvent à la considération que malheureusement des groupes terroristes ont une importance beaucoup plus importante dans le tissu, le réseau et même dans l'appréhension des populations locales que ce qui avait été estimé par nous occidentaux. Et comment on peut faire? Est-ce que le dialogue est véritablement possible avec ces groupuscules terroristes? Non, mais la stratégie viable, et ça a été rappelé par les différents intervenants, mais c'est une stratégie d'empowerment où vraiment les populations locales peuvent effectivement choisir leurs dirigeants à la lumière, ni sous la pression, ni sous la dictée de groupes terroristes, mais voilà, de réellement construire des mouvements, surtout que le Mali n'était pas initialement un pays qui était
catastrophique en la matière. Donc c'est restaurer ça. Et le rôle d'une force étrangère, encore une fois, c'est de donner les outils pour permettre au G5 au Sahel déjà d'être autonome dans sa défense stratégique, et puis potentiellement de faire jouer tout un réseau diplomatique pour permettre l'avènement de solutions. Mais c'est pas juste d'éviter à tout prix, si vous voulez, la prolifération de groupes terroristes. C'est d'installer dans la durée des solutions. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué. 11h41 sur Sud Radio, 42 maintenant. On se retrouve dans un instant pour parler de ce sketch de l'humoriste Norman qui fait polémique. On revient tout de suite. De retour avec Alexis Poulain, Pascal Bataille, Lucas Véran et Thomas Porte pour évoquer maintenant ce sketch de l'humoriste et youtubeur Norman qui est accusé de misogynie et de racisme par certains à la suite d'une blague sur le prochain film de James Bond dans son spectacle, le spectacle de la maturité qui est en ligne sur Amazon Prime depuis le 4 décembre. On écoute tout de suite. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça. On peut pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors, ok, tout d'un coup, on dit que James Bond, c'est une femme Renoir, ok. Mais dans ce cas-là, le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux que ce soit joué par Thierry Lhermitte. Et que tout le monde valide ça normal. Que les gens dans la salle fassent, putain, mais on est tellement ouverts. Alors, il y a de nombreux internautes qui se sont dit choqués après cette blague dans ce spectacle de Norman, notamment la chanteuse Isolde qui parle de commentaires racistes, misogynes, en toute impunité. Et Norman a lui tenté d'apporter une réponse à cette polémique sur Instagram. Les petits bros, je voulais revenir sur une blague de mon spectacle qui clairement est mal passée. Elle a choqué certaines personnes et c'était vraiment pas du tout le but. Donc je tiens sincèrement à m'en excuser. Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des styles de cinéma américains qui parfois pour se donner bonne conscience se la jouent antiracisme de façade, voilà. Mais c'était mal amené, c'était maladroit, bref, c'était pas une bonne idée. J'aurais pas dû la faire, vraiment je regrette. Ceci étant dit, on peut pas résumer un spectacle à une blague. Et quand je lis dans les commentaires, ton spectacle est un spectacle raciste, comment vous dire ? Les gens qui disent ça n'ont tout simplement pas regardé mon spectacle et ne le feront pas parce qu'ils s'en foutent totalement. Mais c'est de la pure malhonnêteté intellectuelle. Dedans, je parle du privilège blanc. Je parle de la culpabilité blanche. Je parle de mes potes rebeux qui passent leur temps à se faire contrôler, donc du contrôle au faciès. Du fait que je peux même pas rentrer en boîte avec eux. Voilà, l'humoriste Norman qui tente donc d'éteindre cette polémique. Et la question qu'on se pose finalement, qu'on peut se poser régulièrement à travers l'actualité, c'est cette fameuse question, peut-on rire de tout? Je ne sais pas qui veut réagir en premier. Moi, je veux bien y aller parce que c'est symptomatique en fait de l'époque. Alors, on revient de loin. Hein. Il faut se rappeler les sketchs de Michel Leb qui étaient ouvertement racistes au début des années 80 et qui étaient à heure de grande écoute chez Michel Drucker. Ça choquait personne. Là, ce qui choque, c'est que ce soit Norman en fait qui porte cette blague-là, qui est pas forcément une bonne blague qui fait rire tout le monde, mais qui dit une chose sur oui, la façon dont ce monde est en train d'essayer de lutter de manière totalement biaisée contre le racisme. Parce que c'est pas en faisant ce genre de choses qu'on lutte contre le racisme. C'est pas non plus en parlant d'un privilège blanc qu'on lutte contre le racisme. Au contraire, parce qu'on oublie les privilèges, ils n'ont pas de couleur. Et beaucoup de problèmes dans le monde n'ont pas de couleur. Et finalement, rajouter de la couleur aux problèmes, c'est créer des sous-catégories de problèmes, des problèmes qui n'en sont pas. Là, il y en a un, évidemment, puisqu'on ne s'attend pas de ça, on ne s'attend pas à une blague comme ça de Norman. Si Bigard la faisait, bon, éventuellement, ça passerait. Certains ont perdu leur job, rappelez-vous, pour des blagues misogynes. L'animateur Tex avait fait une blague et hop, plus de job. Toen, qui a fait une blague aussi, en se moquant du plateau de Pascal Praud sur CNews, hop, viré par Bolloré. Donc c'est vrai que l'humour est une arme, une véritable arme, parce que ça peut faire peur quand elle est maniée à bon escient.
quand elle est effectivement pas forcément, parce que c'est un problème d'écriture, hein, d'un sketch comme celui-là, ça peut être mal perçu, effectivement, ça peut être blessant. Utiliser un prénom comme celui de Fatoumata, il n'y avait pas de raison, mais ça dit quelque chose quand même. Est-ce qu'on est d'accord avec cette idée de lutte culturelle là où il n'y a pas de raison d'être? James Bond, c'est un produit culturel d'une époque. Cet agent britannique de la guerre froide, misogyne, alcoolique, violent, et on va en faire soudain une femme noire, inclusive, etc. Alors les œuvres peuvent évoluer, mais à ce moment-là, on va réécrire Roméo et Juliette aussi. On l'a fait 1000 fois. On va revoir tout Molière parce que là aussi, c'est quand même misogyne, c'est quand même dangereux. Donc, je crois qu'à un moment, il faut arrêter. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Norman sur le fait que les studios américains se donnent bonne conscience, majoritairement, mais ne font rien en réalité pour lutter contre le racisme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexis Poulain, Arthur. Et effectivement, il y a deux niveaux dans ce sujet. Il y a la blague de Norman qu'on peut juger pas drôle, qu'on peut juger malvenue, mais encore une fois, si on commence à devoir mettre des notations, des cotations à l'humour, qui va le faire d'abord, qui va être le juge pour cela, et qui va s'ériger en édicteur du bon humour, de la bonne blague. Enfin, je trouve ça complètement effarant et d'un danger total. Alors, effectivement, Alexis disait, c'est l'époque. Oui, c'est l'époque qui veut que aujourd'hui la polémique prenne le pas en permanence sur la pensée et sur la réflexion. C'est-à-dire qu'on n'analyse plus ce que vient de faire Alexis, c'est-à-dire que derrière la blague de Norman, il y a dans ce que dit Norman quelque chose de tout à fait avéré, de tout à fait juste et intéressant à réfléchir et à penser sans être immédiatement taxé de raciste ou d'antiféministe, etc. Or, aujourd'hui, on est, dès qu'on met en cause la pensée officielle, la bien-pensance, on est conspirationniste, on est complotiste, on est antisémite, on est antiféministe, on est raciste, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, et les réseaux sociaux sont évidemment un énorme et un terrible accélérateur de ça, c'est qu'on ne réfléchit plus, on ne pense plus, on n'analyse plus, on réagit en permanence, on se contente de réagir, de commenter et de polémiquer, et que ce Norman, qui est, pour ceux qui le connaissent, un garçon éminemment sympathique et qui n'est pas une seule seconde, possible de suspecter de racisme, se voit là faire encore une fois un mauvais procès, mais tant d'autres avant et tant d'autres encore seront victimes de ce genre de procédé, tout cela parce que on ne réfléchit plus et que qu'on soit connu ou pas connu d'ailleurs, on est dans le tweet, on est dans la réaction, on est dans l'anathème en permanence au lieu de réfléchir. On ne pense plus, et l'antiracisme, et Dieu sait si c'est un combat que je mène depuis plus de 40 ans au quotidien dans ma sphère et tel que je le peux, et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui sont aujourd'hui autour de la table et de bon nombre de ceux qui nous écoutent. Mais l'antiracisme aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est conçu et tel qu'il est médiatisé, est une anti-pensée, devient d'abord liberticide et vient s'opposer à la faculté de penser. Nous ne pensons plus et c'est dramatique. Et ça, c'est un petit exemple malheureusement plus qu'anecdotique, parce que ça révèle encore une fois qu'on ne peut plus soulever des choses qui mériteraient d'être réfléchies, comme le dit très bien Alexis, c'est-à-dire la proportion des studios américains, mais ce n'est pas les seuls, c'est aussi le cas dans les médias français, dans le cinéma français, c'est le cas dans plein de secteurs, bien évidemment, où sous prétexte de faire de l'inclusion, sous prétexte effectivement de lutter contre l'exclusion, eh bien on fait des choses totalement idiotes et qui ne sont pas réfléchies. Voilà. Norman dit juste ça, mais la façon dont il dit peut-être pas très habile. Néanmoins, le clouer au pilori pour ça, c'est lui faire un bien mauvais procès. Alors je vais vous donner la parole dans un petit instant, mais on voulait juste, pour illustrer un peu ce qu'on disait, vous faire écouter ce que Pierre Desproges notamment pouvait dire en 1986. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi.
Lucas Véran, ces propos-là, on pourrait plus... les humoristes proches qui disaient on peut rire de tout et pas avec tout le monde. Et effectivement, les gens qui essayent de clouer au pilori Norman, j'ai vraiment pas envie de rire avec eux parce que, au-delà d'être dans mon avis, et je rejoins Pascal Bataille et Alexis Poulain sur ce point-là, mais dans un dévoiement du combat contre le racisme, ils choisissent en permanence et de manière de plus en plus permanente des cibles alors qui ne présentent aucun intérêt, si vous voulez. Que les antiracistes s'indignent des propos tenus par des responsables politiques d'extrême droite ou par des personnalités médiatiques très clairement misogynes, je le comprends et même je le défends. Mais que l'on s'attaque à Norman, qui en plus visiblement effectivement attaque le privilège blanc, et là aussi je suis d'accord avec Alexis Poulain, je vois pas ce que ça vient faire là, mais qu'il y ait une surenchère permanente des antiracistes, de coller des étiquettes partout, dès qu'un mot, dès qu'une blague maladroite est réalisée, c'est le plus grand raciste qui confond tout, femme interchangeable. J'ai lu des choses, enfin, si vous voulez, d'avoir 2 pages quasiment sur un thread qu'a partagé Isolt pour faire voilà toute une théorie de l'essentialisation. Je pense que c'est juste une blague, qu'elle est effectivement maladroite et qu'elle n'est certainement pas au niveau de Pierre Desproges, mais que ça ne mérite pas ce flux de haine. Et ça me fait penser à quelque chose qui a eu lieu, je ne sais pas si vous aviez vu sur Instagram il y a quelques jours, une jeune Instagrammeuse a publié une couronne avec effectivement des tampons pour parler de la précarité menstruelle. Quelque chose... Alors on peut se dire c'est plutôt effectivement sympathique, ça promeut effectivement cette problématique qu'est la précarité menstruelle. Elle a reçu des tombeaux de haine qui l'interpellait en disant mais c'est scandaleux d'agir comme cela en agissant sur la précarité menstruelle, on ne parle pas des transgenres, des cisgenres, des je ne sais quoi genres. Et effectivement à un moment il faut peut-être un peu redescendre le soufflet et juste dans le cas normal, considérer que c'était pas la blague la plus drôle du siècle, mais que franchement, ce n'est pas raciste et Roman n'est pas raciste. Thomas Porte, peut-être un mot de conclusion sur ce sujet ? Bon, la blague était peut-être pas du meilleur goût, et après, chacun a le droit de la trouver drôle ou pas drôle. Mais de là à voir le déferlement qu'il y a eu, notamment sur les réseaux sociaux, alors qu'il pose une vraie question, celle de mettre en avant des personnes de couleur pour derrière justifier des décisions qui sont certainement racistes. C'est ça que pose le Norman avec sa question de fond qui dit on se donne bonne conscience en mettant en avant une actrice là, et derrière on ne combat pas le fond du problème qui est le racisme structurel qu'il y a dans la société. Donc c'est ça qui met en avant. Donc je crois que c'était, voilà, la blague était peut-être douteuse, mais ça méritait pas un tel niveau de tension. Et moi j'aime beaucoup ce que dit Laïla Slimani, c'est qu'elle dit on peut rire de tout, et il faut continuer à avoir cette exception française qui permet de rire et de d'être impertinent sur tous les sujets. C'est notre exception culturelle. Je crois que quelque part il faut le garder, ça. Et peut-être revenir aussi, et finalement c'est un peu ce que tout le monde s'accorde à dire. Tout dernier mot rapidement, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolé. Non, aucun problème. Non, mais il faut être vigilant sur l'américanisation de la société, c'est-à-dire la France n'est pas un pays où on voit la cancel culture s'installer, il faudra que jamais ce ne le soit, et c'est important que tout le monde l'ait à l'esprit. Merci beaucoup à tous les 4, Lucas Véran, Thomas Porte, Pascal Bataille et Alexis Poulain. On se retrouve nous dans quelques secondes pour les Berkoff, évidemment, dans tous ses états. Mais c'est avec moi, c'est pas avec André Berkoff. Il sera là la semaine prochaine, lui aussi.